It's a David Lynch moment. There's a stray dog in the place, sitting howling at the base. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission 30 minutes inside. Et aujourd'hui notre émission est consacrée au vintage. Tout d'abord, qu'est-ce que le vintage ? Eh bien c'était un terme utilisé dans les milieux de l'œnologie pour parler des différents millésimes. Après, dans les années 1990, c'était le milieu de la mode qui utilisait ce terme pour parler des vêtements anciens des différents créateurs, tels que Dior et Chanel. Mais finalement, c'est de nos jours qu'on a commencé à parler du vintage pour parler du rétro. Pauline Cros me rejoint maintenant en plateau pour faire un décryptage look. Bonjour Amina. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du look vintage qui se retrouve au final dans toutes vos armoires. Pour l'occasion, je me suis habillée en vintage. Alors qu'est-ce que c'est que le vintage, si on peut le dire ainsi? Eh bien d'abord, au niveau des couleurs, quand on pense vintage, c'est pas du noir, c'est pas des couleurs tristes. On peut y aller, on peut jouer avec les couleurs et marier. Donc là, vous voyez que j'ai un jean couleur moutarde et un petit cardigan couleur rouge bordeaux. Donc on parle aussi des matières. Au niveau de mon jean, vous voyez que c'est du velours côtelé. Donc c'est vraiment ce jeu des matières, des couleurs et des imprimés. C'est quelque chose d'assez important. Vous voyez sur ma chemise, des imprimés un peu floraux avec des petites fleurs. Et pareil pour mon nœud papillon avec le motif pied de poule. Donc vraiment, ça provoque le jeu des matières, des couleurs et des imprimés. Eh bien, merci Pauline pour ce décryptage look. Eh bien, on va rester dans la mode. Le vintage, c'est la tendance de l'année. Friperie, boutique de luxe, ce look est partout. En 2012, les jeunes comme les adultes s'arrachent les nouveautés du genre. Mais alors, comment ce style s'est-il imposé dans nos armoires? C'est un sujet de Julie Ménard et Joséphine Marcard. À Paris, les friperies ont fait leur nid. La tendance vintage est dans toutes les vitrines et les créateurs en ont fait une référence. Jane Catani a lancé sa marque de cachemire à Londres, E+J, il y a quelques années. Elle aussi s'inspire du passé. Et moi, personnellement, pour dessiner mes pulls, je regarde beaucoup les formes d'avant, parce qu'il faut toujours chercher de l'inspiration. J'ai trouvé un pull que j'avais dans mes placards depuis 20 ans. J'ai regardé, je me suis dit, c'est une forme géniale, et je l'ai fait pour cet hiver. Et ça a très bien marché. Selon elle, on trouve 3 types de vêtements vintage. Il y a les vêtements vraiment de luxe. Il y a des vêtements, plus des vêtements d'occasion qui sont des marques de prêt-à-porter, mais des marques moins coûteuses. Et puis aussi, il y a les marchés où on trouve des vêtements, des fripes qui viennent du monde entier. Ashley a 20 ans. Cette étudiante passionnée de mode aime prendre soin de son look et a le chic pour dénicher les dernières tendances. Il y a 4 ans, elle adopte le style vintage en s'inspirant de la génération précédente. On faisait un grand ménage en fait avec ma mère et je regardais dans son armoire et j'ai trouvé des choses sympas. Alors j'ai commencé à mélanger avec des choses que j'avais et j'ai adopté. Alors je vais vous montrer ce que j'ai de vintage. Il est chaud et puis ça nous donne une allure tout de suite dès qu'on le met. Ça fait aussi un peu, voilà, j'ai vécu armée et tout. Mais c'est une petite veste que j'aime bien. C'est des San Marina qu'une amie à ma mère a passé. Des perles comme celle-ci, Ashley en a beaucoup. L'originalité de chaque pièce fait son bonheur. C'est ça qui me plaît vraiment, l'idée que ce soit unique et authentique. Iseline, elle, est styliste à l'agence Télévision Style. Son rôle est d'habiller les présentateurs télé et le vintage fait partie de son quotidien. Oui, bonjour, je vous appelle pour savoir si la petite robe vintage que j'ai commandée pour l'émission sur TF1 est disponible. Repérée à la télévision, la tendance est de plus en plus présente sur les écrans. Iseline utilise ce style dans ses tenues qui auront un impact sur les téléspectateurs. Le vintage revient en force depuis quelques années. C'est vrai qu'on essaye un petit peu de placer des pièces vintage sur les animateurs. Gros bijoux scintillants et escarpins à ruban, la styliste est bien fournie en accessoires vintage. Aujourd'hui, elle prépare une tenue classique. Faut jouer sur des escarpins rouges aussi. Sinon sur un grand classique noir. Le vintage a toujours existé, même il y a 10, 15, 20 ans, on s'habillait déjà avec des vêtements de nos grands-mères ou d'avant. Il y avait déjà des boutiques spécialisées pour le vintage, mais c'était moins, on va dire, dans la tendance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une case à part entière. Il y a vraiment un style avec des vêtements très précis qui sont connotés vintage.
Iseline est consciente d'influencer les gens grâce à la télévision. Les médias ont vraiment une influence sur les téléspectateurs, notamment à la manière de s'habiller. Il y a plein d'émissions en ce moment sur la mode, le vintage, que mettre, etc., le relooking des gens. Et on passe évidemment par cette étape de choisir ses vêtements dans les boutiques et dans les friperies. Justement, on retrouve Ashley à Saint-Paul dans le Marais, au centre de la capitale, pour une séance shopping dans une friperie. Habituée des lieux, elle connaît les bonnes adresses et ne vient pas ici par hasard. Il y a vraiment des friperies mais tip top, donc d'où celle-là où on peut trouver vraiment des petits trésors en fait. Objectif principal, trouver l'article que personne d'autre n'aura. Pour elle, le vintage est un moyen de s'affirmer. J'ai toujours apprécié le vintage parce que c'est vraiment la chose qui te démarque de tous les autres styles. T-shirt, pull, pantalon, chaussures ou manteau, en bonne habituée, Ashley trouve toujours son bonheur. Ce manteau là, c'est la coupe Teddy et tout, donc vraiment top. J'adore vraiment ce genre de manteau. Et là en plus on peut voir avec les petits détails derrière, les écritures, c'est vraiment à l'ancienne quoi, vintage. Mais pour Ashley, le vintage a tout de même un inconvénient, il est devenu victime de son succès. On le voit beaucoup trop dans la rue. Enfin, tout le monde est là à vouloir la dernière chose vintage, etc. Donc c'est normal de voir le petit détail qui tue. Mais au final, on se ressemble aussi. Nicole Fischlis est vice-présidente des magasins Macy's à New York. Selon elle, le vintage est un concept. C'est cette idée de fusion qui existe dans la mode parce qu'on mélange beaucoup de designers ensemble, mais on mélange aussi donc ce vintage avec des vêtements contemporains et je pense que cette génération le fait très bien. Elle nous explique comment le vintage s'est imposé dans la société d'aujourd'hui. C'est une question de besoin de différenciation. Je pense que les médias ont véritablement stimuler cette mode et ce phénomène. Magazine, télévision ou internet, les médias ont fait du vintage une tendance incontournable. Manon Lefèvre-Mons est avec moi en plateau. Bonjour Manon. Bonjour Amina. Comme on l'a vu dans ce reportage, le vintage est présent dans nos armoires, mais également sur nos écrans. Exactement. Si je vous dis Mad Men, est-ce que vous connaissez ? Non. Pourtant, c'est la série vintage du moment. Pour les retardataires, Mad Men, c'est pendant les années 1960 à New York. On y suit le directeur créatif de l'agence de publicité Sterling Cooper dans sa vie personnelle et professionnelle. Là où la série devient vraiment intéressante, c'est qu'au fil des saisons, on y voit tous les changements sociaux et moraux de l'Amérique dans les 60s. Avec près de 3 millions de spectateurs et 20 récompenses à leur actif, c'est la série du moment. Mais ce qui est étonnant, c'est ce côté vintage qui est traité jusqu'au bout. Par exemple, sur cette photo prise pour le lancement de la saison 5, les décors, costumes, tout est respecté. Et cela même pendant les interviews. On a l'impression que le style vintage a complètement ensorcelé les acteurs. Une belle performance visuelle. Bien, merci Manon. De rien, Mila. Quelle est la différence entre cet appareil photo-là et cet appareil photo-là ? Eh bien, le premier est un appareil argentique des années 78, alors que celui-ci est un appareil numérique de 2010. Et la photo argentique, c'est aussi vintage. Aujourd'hui, on a un esthétisme d'appareil photo qui ressemble aux anciens appareils, mais qui produisent du numérique. Léa Guimard et Pauline Cros nous font découvrir la photo argentique. Pour trouver un argentique aujourd'hui, il faut sortir des rayons des magasins multimédia qui ne proposent que du numérique. Gary, amateur d'argentique, passe son temps libre dans les rues à la recherche d'inspiration. La couleur de cette porte est quand même très rouge. On passe vraiment avec le décor d'une rue qui est dans l'ensemble un peu triste. Et c'est cette espèce de mur en pleine décrépitude. À 22 ans, cet étudiant en communication est bien loin du domaine de la photo. Il n'a même jamais eu d'argentique. Pourtant, l'été dernier, il décide d'investir dans un argentique Lomo. L'argentique plutôt que le numérique. Alors, la première raison, c'est avant tout une question de prix. C'est une question aussi par rapport au marché. Étant donné que le marché du numérique, il y a vraiment beaucoup d'offres entre Canon, Nikon, ce genre de choses. Donc j'avais pas nécessairement envie de voir tout de suite les photos que je prenais. C'est un peu le piège du numérique, on sait tout de suite si on est moche, si la photo est bien prise ou pas.
et il n'y a pas trop de surprises. J'aime bien l'effet de surprise en fait. Cet effet de surprise, il le ressent à chacun de ses développements. Il découvre ses clichés par le même rituel en les étalant sur la table. Des photos plus précieuses, alors pour quelle occasion se sert-il de son appareil ? Je suis pas du tout le genre de personne qui va en soirée avec son appareil photo, avec pour mission de shooter 300 clichés de ses copains, de ses délires, de toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas vraiment. Gary n'est pas un marginal, l'argentique rassemble toute une communauté. C'est dans cette boutique qu'il a acheté le sien. Plus qu'un commerce, l'homographie c'est la société qui a redonné vie à l'argentique. Rien d'ancien, que des nouveautés créées et testées par les lomographes. C'est une véritable panoplie de boîtiers argentiques en tout genre qui est proposée à une clientèle aussi bien amatrice que professionnelle. Jean-Baptiste est un lomographe passionné depuis 5 ans. Il nous présente la nouveauté de l'homo. Le Bel Air, c'est la nouveauté, la création de l'homographie à l'occasion des 20 ans. C'est un appareil moyen format donc, qui utilise des pellicules 6.6. Et donc en ce moment, je suis en plein test de l'appareil. Ça fait donc 20 ans que la marque remet un certain type d'argentique au goût du jour, mais comment sont nées ces photos vintage et ces boîtiers acidulés ? C'est parti de 2 étudiants autrichiens qui, en 91, ont trouvé un appareil photo dans une brocante, c'était celui-ci, qui est un appareil soviétique des années 80. Ces étudiants sont aperçus que l'appareil n'était plus fabriqué, donc ils sont partis en Russie, à Saint-Pétersbourg à l'époque, racheter les brevets pour relancer la fabrication. Et en 92, ils ont lancé une société qui s'appelait Lomographie, qui partait d'une association fan du Lomo pour relancer cet appareil. Amateurs et professionnels se rencontrent lors de soirées ou de vernissages, mais que recherchent-ils ? Le but du jeu, pour les clients de Lomographie, c'est pas se prendre la tête et c'est s'amuser avec la photo. Celui qu'on nous demande le plus, c'est justement le Diana, donc qui est en moyen format, toujours cette pellicule-là, parce que c'est un appareil sur lequel on peut changer les optiques. L'argentique a une histoire d'erreur, une histoire de surprise qui est hyper intéressante. Le numérique, c'est vachement de prise de tête, je pense, après, de retouches, etc. Conseils, vente, organisation de soirées, l'homographie propose aussi des cours. C'est dans le café d'à côté que Lisa, l'homographe depuis 2 ans, retrouve des élèves en petit comité pour 1 heure de cours. Du placement de la pellicule au moindre petit réglage que nécessite l'argentique, elle explique tout à ses élèves bien concentrés. Les cours, ça fait pas longtemps moi que je l'ai fait. Depuis, je sais pas, 2 mois peut-être. Et il y a aussi des safaris, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la boutique et partir sur un thème, faire une balade dans Paris en prenant des photos. Et ça c'est assez sympa, ça dure un peu plus longtemps, c'est rigolo. Et quand sonne la fin des cours, Lisa invite ses bons élèves à errer dans Paris pour la mise en pratique, sans oublier le polycopier récapitulatif. Le changement argentique numérique, Christian l'a vécu. Au début de sa carrière de photographe, il utilisait même les chambres photographiques. Il nous invite chez lui, où les murs sont pleins de ses plus belles photos encadrées et les étagères de dossiers où il classe méticuleusement ses clichés par thème. C'est l'appareil de mon grand-père, son premier appareil photo, qui date de 1920. Passionné, il ne peut s'empêcher de sortir ses clichés argentiques préférés. Pour lui, la différence entre argentique et numérique est mince. L'argentique et le numérique, le vrai problème c'est l'utilité de la photo qu'on veut faire. Il est certain que sur une photo qu'on veut hyper pitcher et tout ça, il faut quelque chose avec un grand capteur. Plus le capteur est grand, plus il y a de pixels, plus on arrive à faire du grand format. Si c'est pour passer à la télévision, un numérique c'est suffisant. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Ce n'est pas l'appareil qui fait la photo. Ce n'est pas le photographe qui fait la photo. C'est la lumière. Photographe, ça veut dire celui qui écrit. À 60 ans, il approche de la retraite mais ne peut s'empêcher de nous tirer le portrait. Le numérique, selon lui, c'est regrettable. C'est le risque de perdre ce beau métier qu'il a pratiqué toute sa vie. Le cinéma vintage semble reprendre sa place. Que ce soit dans les grands complexes ou dans les cinémas spécialisés, le vintage est un peu partout. The Artist en est même l'exemple parfait. Certains réalisateurs poussent même le vice à reproduire des films tels que Psychose de Hitchcock. Manon Lefebvre-Mons et Maxime Van Peeborg nous font découvrir le cinéma vintage à l'heure de la 3D.
Fernandel, Hitchcock, Audrey Hepburn, est-ce que cela vous dit quelque chose? Ce sont bien les plus grands artistes du siècle dernier et nous pourrons sûrement les découvrir sur le grand écran dans quelques années. Pour l'instant, bon nombre de fans regardent leurs films sur Internet. Nathalie en fait partie, elle adore le cinéma et encore plus les films un peu vintage. Si possible de l'époque de ses parents, cela lui rappelle les souvenirs dont elle a si souvent entendu parler. Parce que j'attends effectivement qu'ils sortent d'autres films comme Psychose, enfin des films un peu comme dans la veine de The Artist que j'ai adoré. Alors certes c'est un nouveau film, mais voilà, c'est cette veine-là, ce sont les anciens films en noir et blanc qui apportent quelque chose. C'est une histoire, c'est pas juste des images, effectivement dans ça on voit le projectionniste avec son matériel, etc. Alors que maintenant, avec le numérique, on a un peu cette même sensation, mais en fait, ces films nous apportent des images, des souvenirs que moi j'ai depuis très longtemps. À l'heure où la 3D envahit nos écrans de cinéma, il semblerait que les films dits vintage gagnent une place importante dans le marché cinématographique français. Dans les cinémas de banlieue parisienne, comme pour les gros complexes, la fréquentation des salles était impressionnante lors de la sortie de The Artist l'année dernière. Un engouement compréhensible dans une période de crise où le monde entier semble en dépression. Le film vintage, c'est souvent pendant une période glorieuse du monde, où les vêtements sont beaux, colorés, où l'on profite tout simplement de la vie. Une bonne raison pour se replonger dans ces années folles. Années 80, milieu des années 80, Stallone, Schwarzenegger, Retour vers le futur, les bons vieux films de science-fiction, quoi. Ça marche. Parce qu'il y en a plein qui ne les ont pas vus, donc forcément, ça ne peut que marcher, quoi. Parce que les années 80, ça commence à remonter assez loin, donc ouais. Puis en plus, avec la nouvelle technologie, donc c'est mieux, quoi. I'm glad. Because I wouldn't want to hurt you. And I might, you know. With his sharp intelligence. Des patrons de société ont flairé la bonne affaire. Dans Paris, des cinémas vintage comme Action Christine ou Grande Action proposent des films de toutes époques. On y retrouve les classiques, mais aussi des films moins connus du grand public. Ce qui m'intéresse, c'est que ces films servent justement de guide aux créateurs actuels. Et c'est le cas, hein. On a beaucoup de réalisateurs, enfin beaucoup, oui, pas mal de réalisateurs qui viennent. Crozier, dès qu'on passe des Lubitsch, il est dans la salle. On a fait toute la série des polars, on a revu toutes les séries surtout, même on avait les films muets, tous les Lubitsch, enfin on est vraiment... ça nous... On voit qu'on n'a pas fait mieux finalement, c'est quand on... c'est surtout ce cinéma-là. C'est intéressant parce que c'est des thématiques soit par l'acteur, soit par le metteur en scène. Et ce qui est très intéressant ici, c'est effectivement d'être bien repositionné par rapport à un référent qui dure une semaine, 15 jours, donc c'est intéressant. Avec ses deux petites salles d'à peu près 200 places, le cinéma Action Christine est familial et très peu cher, pas plus de 5 € pour voir de vieux films. Même si les bénéfices à long terme de ce genre de cinéma restent à déterminer, pour l'instant, c'est la passion qui domine. La fréquentation est plutôt en baisse depuis quelques années parce que je refuse de prendre les cartes illimitées. C'est un choix pur et dur. J'estime que c'est une des raisons de la banalisation de l'image de la salle de cinéma, notamment de la salle de cinéma indépendante. Indépendant, grand complexe, cinéma, art et essai, le vintage fait recette. Un marché florissant pour les nouveaux réalisateurs qui surfent sur la vague The Artist pour continuer à attirer le public dans les salles. Aujourd'hui, la musique, le cinéma, la mode, tous s'inspirent du vintage. La pub suit les modes et les tendances, il n'est donc pas étonnant de voir ce phénomène s'inviter dans ces spots publicitaires.
Retour en force du vintage ou simple manipulation de l'image pour séduire le consommateur, nous avons décidé de savoir pourquoi les références au passé sont omniprésentes dans la publicité. C'est un sujet de notre rédaction et de Marc Fayad. Le monde de la publicité subit un sérieux retour en arrière avec une tendance rétro-vintage de plus en plus forte. De la simple envie graphique au cri du cœur, cette façon de communiquer des annonceurs plaît aux consommateurs quelle que soit la génération. Rétro, je trouve ça intéressant, enfin, j'aime bien cet univers. Rétro et vintage, l'ensemble, je pense qu'il y a ces tendances. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est un peu ancien, un peu stylé, c'est un style et c'est original. Les pubs vintage, ils ont l'avantage de nous faire rappeler un peu des souvenirs d'enfance et c'est ce qui est agréable. C'est plus sympathique, les boîtes en fer de notre enfance, mettons des grandes marques en plus, hein, le cacao, etc. Non, je trouve ça très beau. Ça attire leur regard, ils se disent ah ben tiens pourquoi ils l'ont tourné comme ça et du coup ils s'en souviennent et ça peut peut-être les inciter à acheter le produit que la marque veut mettre en avant. L'utilisation du vintage dans la publicité est un choix de positionnement des marques qui sont ancrées dans notre société depuis des décennies. Cécile Hortz, directrice du web marketing publicitaire pour le journal Le Point, nous explique en quoi leur succès dans le passé est une valeur sûre pour le présent. Le vintage et le rétro sont vraiment des tendances qui sont croissantes depuis plusieurs années et qui le sont encore plus depuis la crise économique. Il s'agit effectivement d'une véritable stratégie des annonceurs et des agences médias. On joue sur un levier qui est le levier vraiment de la nostalgie des internautes, parce que moi je suis spécialisée effectivement sur Internet, mais donc sur les différents médias. On joue effectivement sur la nostalgie. Tout le monde est heureux de retrouver effectivement sur tous les secteurs d'activité, en fin de compte, de retrouver quelque chose qu'on a connu dans notre enfance. C'est effectivement un levier d'achat. À l'heure du tout numérique, l'implantation du vintage dans la pub a un prix. Romain Gilbert, chargé de production pour Wow Productions, nous évoque les moyens à mettre en place. La volonté artistique était un peu plus poussée, donc la budgétisation d'un spot publicitaire se fait aussi également avec le degré d'exigence de création. Donc c'est vrai que plus on demande de la création et plus du coup le budget peut monter. Après c'est pas forcément justifié. Ça nous demande plus de recherche, être plus pointilleux au niveau du stylisme, au niveau de la recherche, l'identité graphique, la retouche image. Vous avez pu constater qu'il y a plein de spots publicitaires en ce moment avec un étalonnage, en fait la teinte générale un petit peu délavée, des couleurs un peu pastel, on n'est pas dans des images très contrastées, très numériques comme on a pu voir aussi avec l'apparition du HD. Là on essaie justement de casser un petit peu en utilisant beaucoup de profondeur de champ, avec des optiques telles que les optiques photo avec l'apparition des 5D par exemple. Ça peut donner un côté un peu vintage. Mais au final, est-ce vraiment du vintage ou simplement un jeu d'images qui nous fait rêver d'un passé utopique? Nous sommes allés à la rencontre de Pierre-Gaël Stenoux, professeur d'art appliqué publicité à l'école des Condés. Il nous explique qu'une publicité est vintage si elle utilise des éléments qui étaient tendance à une époque et qui aujourd'hui sont à la mode. Dans la pub de Lego, on fait clairement référence à du passé, mais c'est pas être vintage que faire référence à du passé, puisqu'on sous-entend que le présent est différent. Donc, il n'y a pas de vintage dans cette pub. Dans la pub pour Citroën, que ce soit John Lennon ou que ce soit Marilyn Monroe, là il y a un vrai double sens dans l'utilisation, puisqu'en fait c'est censé être de l'anti-rétro. Donc on va utiliser des gens du passé qui disent des choses actuelles pour évoquer le fait que c'était pas mieux dans le passé. Donc là on est vraiment dans un paradoxe à double sens. Et en ce qui concerne la troisième, c'est-à-dire celle de Lacoste, là on a vraiment on va dire un vintage de forme, puisqu'on voit que ce qu'il danse, son allure, et puis même toute sa stature sont extrêmement contemporains, et que là on ne va calquer qu'un effet de mode avec des typos des années 30, une espèce d'esprit dans ce qui est aujourd'hui un peu à la mode suite à des artistes, c'est-à-dire un retour à une iconographie ou en tout cas une plastique graphique de ces années-là. On comprend donc que le vintage n'est en réalité pas si pressant que cela. Les campagnes publicitaires utilisent simplement des références au passé en opposant un produit moderne avec un graphisme ancien. Suivant un effet de mode, cet esthétisme séduit le consommateur.
Marc Fayad, l'un des journalistes de cette enquête, est avec moi en plateau pour apporter certaines précisions. Bonjour Marc. Bonjour Amina. Alors aujourd'hui, de nombreux annonceurs utilisent le vintage afin de jouer sur l'opposition entre un graphisme ancien et un service ou un produit totalement nouveau. Esthétiquement, c'est très parlant pour la population d'aujourd'hui. Ça mêle second degré, simplicité et une je ne sais quoi de nostalgie. Par exemple, vous prenez durant les 30 Glorieuses, on avait un produit qui était très mis en avant, comme par exemple des pubs Moulinex, avec une ménagère à côté qui avait un sourire jusqu'aux oreilles, comme dans une pub à dentifrice. Et ce genre d'image aujourd'hui est très parlante, surtout en temps de crise, où on a envie de voir un produit qui est nécessaire pour nous, avec des gens satisfaits et heureux. Eh bien, merci Marc pour ces précisions. Comme nous l'avons vu tout au long de ce magazine, le vintage n'a jamais été autant à la mode. Chaussures, montres, vêtements, la tendance se confirme, l'ancien fait peau neuve. Et forcément, certains en ont fait leur business. Du cours de danse aux brocantes, ce marché fait la réussite des plus investis. C'est un sujet de Juan Quintana et Dorian Théobald. À Montreuil, en banlieue parisienne, une passionnée de vintage se prépare pour une soirée pas comme les autres. Diane, 20 ans, baigne depuis son enfance dans le style musical des années 50. Cette jeune étudiante en théâtre, mieux connue sous le nom de Miss D, donne des cours de danse. J'ai découvert qu'on pouvait vraiment encore aller plus loin dans cette passion pour cette culture, en s'habillant, et puis en bossant pour ces soirées et tout, c'est super de pouvoir bosser dans un univers qu'on aime. Et puis ouais, c'est vraiment une époque que j'aime. Après, ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau, quoi. Moi, je connais pas mal de monde donc, qui vivent à fond dans le style années 50, donc qui s'habillent, qui ont même des voitures, les voitures à style américaine, qui dans les petits détails, même j'ai des amis, ils sont en mode, voilà, leur appareil ménager, c'est des trucs d'époque et tout, et des trucs qui marchent. Pour être présente à chaque rendez-vous, Miss D consulte régulièrement Internet. Alors ce soir, la soirée, c'est ça. Gros bal de la bourse. Et franchement, c'est un truc qui plaît vraiment aux gens. L'intérêt, c'est de partager avec tout le monde, quoi, et que tout le monde puisse découvrir cette façon de vivre. Une fois prête, direction le bal de la bourse. Au son des guitares et des trompettes, le public fidèle au rendez-vous apprécie le spectacle. Au programme, swing, twist et cours de danse, la foule et les inconditionnels du rétro se prêtent au jeu. Plusieurs groupes se produisent sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Tout cela grâce à Turquie qui depuis 1992 organise des événements autour de la culture vintage. Le lendemain, c'est dans le mythique Baladio, situé dans le 11e arrondissement de Paris, que nous avons rencontré Turquie. Ce DJ spécialisé dans la musique rétro a réussi à faire de sa passion un business. J'ai monté un petit truc qui s'appelait 50 Sound. J'ai continué mes soirées parce que je suis aussi DJ et tout ça. Et puis petit à petit, je suis arrivé dans le vintage par le biais des tenues que ça représente à peu près mes soirées, quoi. Moi, mon chiffre d'affaires, je le fais à l'année. On va dire que ça me permet de gagner à peu près 1500 € net par mois. J'arrive en vie, j'arrive à payer mon loyer, à payer mes dépenses courantes et tout, donc je fais avec, quoi. Vivre de sa passion reste un privilège, mais cela demande beaucoup d'investissement personnel et une organisation très solide. Ouais, ce qui me fait durer, c'est surtout la passion, exactement. Si t'as pas la passion, la patience, ouais, tu tiens pas longtemps, quoi. C'est surtout avoir du courage et tout ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et la plupart des gens qui ont des stands aussi, ils commencent à avoir du mal à trouver du matériel ou des objets ou des vêtements et tout ça parce que c'est devenu super cher. On a quand même toute la concurrence d'eBay, du Bon Coin, de tous ces trucs-là où c'est que beaucoup les gens achètent sur Internet et tout ça. Et ça permet d'avoir une visibilité aussi plus grande sur le prix des produits. Pourtant, il reste conscient des difficultés rencontrées dans ce milieu. Les produits sont de plus en plus rares et de plus en plus chers. Nous sommes dans le quartier du Marais, au cœur de Paris, où Mamselle Swing se démarque des autres. Cette boutique à la devanture rose bonbon est spécialisée dans la mode rétro. Depuis 1995, Bérénice accueille une clientèle particulière. Mon business consiste à chercher des vêtements d'une certaine époque. Donc comme j'ai dit précédemment, moi je suis plutôt spécialisée des années, on va dire, 30 jusqu'aux années 60, début 60. Je vous en prie, au revoir.
Ça va, je vais pas me plaindre. Maintenant, oui, il y a toujours beaucoup de demandes. Mais bon, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On est comme tout le monde. Hein. Enfin, voilà, je veux dire... Enfin, c'est pas jackpot tous les jours. Hein. J'évalue par rapport à la pièce, par rapport au tissu, par rapport au... Je sais pas, au coloris, aux motifs, etc. J'essaie quand même que ce soit abordable pour les gens. Chaussures et autres accessoires trônent sur les étagères de la boutique, symbole d'un marché fragilisé par une concurrence accrue. C'est pas quelque chose qu'on trouve quand même couramment sous les pieds d'un cheval tous les jours, voilà quoi. Donc forcément, on peut pas non plus être trop nombreux, parce qu'il faut trouver la marchandise. Voilà. Néanmoins, les pièces rares affluent sur les stands de vide-grenier. À l'origine de cette brocante vintage, Turki, le DJ rétro. Je m'habille comme ça depuis que, on va dire que j'ai l'âge de 16 ans et je commençais à avoir du mal à trouver ce que j'aimais et tout ça. Puis je me suis dit que j'allais organiser ça moi-même. Puis au début ça a été une petite soirée comme ça, d'échange, de vente et tout ça. Et puis il y a eu de plus en plus de gens qui sont venus se greffer à l'événement. Un événement où la musique est toujours au rendez-vous pour un voyage dans les années 50. Chaque vendeur paye une place pour y exposer objets rares et précieux pour tous les âges. Certains y proposent même leurs services des plus étonnants. Moi ce que j'essaie de faire c'est surtout créer toute l'ambiance qui va avec le vintage, que ce soit des meubles, que ce soit des lampes, que ce soit des fringues, des bijoux, aussi, de ça. Donc je le fais à la demande des gens, quoi. Le vintage continue de faire ses preuves. Le business s'exporte dans tous les domaines, musique, danse, mode ou encore littérature. De plus en plus d'événements consacrés à cette tendance font leur apparition. Mais ceux qui en font leur marché se préparent déjà à affronter un essoufflement de cette mode. Merci d'avoir suivi la première de 30 Minutes Inside. À la semaine prochaine.